Alors, ce n'est pas garanti que vous le remarquiez, mais je suis un énorme fan de One Piece. Bonjour. Plus sérieusement, One Piece, c'est mon premier manga. J'ai commencé à le lire il y a 15 ans en arrière. Rendez-vous compte que certains d'entre vous, à l'époque, vous étiez même pas encore nés. Je ne compte pas spécialement devenir créateur de contenu spécialisé One Piece, parce que déjà, il y en a une pléthore, et ils font de toute façon ce travail mieux que moi. Et surtout, j'ai envie de garder ma liberté. Je veux traiter les sujets que je veux. Et One Piece, c'est un sujet que j'aime beaucoup, mine de rien. Cependant, la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une de mes théories pour le coup, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, quand vous allez voir, entendre et remarquer tous les détails dont je vais vous faire part, vous allez vous dire que ça tombe sous le sens. Et quand je dis ça tombe sous le sens, vraiment ça vous paraîtra pour certains juste évident. Pour rappel, et vous le savez, il y a au total 73 lames spéciales dans One Piece, le tout divisé en 3 catégories distinctes. Les 50 lames de qualité supérieure, Zoro en a encore une en sa possession actuellement, il en avait 2 par le passé. Et blague à part, techniquement, ces lames, elles ont une importance. Chez nous, ça serait même des artefacts ou des trésors cachés, voire même classés en fait. Dites-vous qu'il y a un officier de la marine qui en a détruit une. Ce que je trouve assez particulier quand même, mais passons, c'est qu'un détail. Les 21 grandes lames, la première qu'on rencontre et la plus iconique, c'est Wado Ishimonji. Par la suite, Zoro en obtiendra une deuxième qui troquera contre une troisième, la grande lame, celle que vous connaissez tous, Enma. Et enfin, les 12 lames d'exception. Kokuto Yoru, la légendaire lame noire de Mihawk, Murakumo Giri, de Bicento de Barbe Blanche, Ace, la lame de Roger, le Shodai Kitetsu, sans doute en possession d'un des doyens du gouvernement mondial, et potentiellement Griffon que Shanks possède. Ok, maintenant que ça on vient de le voir, on va trancher dans le vif du sujet, et c'est sans mauvais jeu de mots. Vous allez commencer à suivre mon chemin de pensée, et petit à petit vous allez comprendre où je veux en venir. D'accord ? Premièrement, jusqu'à preuve du contraire, tous les utilisateurs de lames d'exception sont utilisateurs du Haki des rois. Roger l'utilisait, Barbe Blanche l'utilisait, et d'un autre côté, il me paraît logique que Mihawk l'ait aussi, car étant donné que son élève Zoro l'utilise également, ça tombe sous le sens. Les doyens du gouvernement, c'est un cas à part, mais du peu qu'on a vu pour l'instant, ça me paraît pas impossible qu'ils aient eux aussi le Haki des rois. Et de toute manière, on n'a jamais eu confirmation que cette lame était le dernier Kitetsu. Et donc maintenant, petite question rhétorique, pensez-vous que Zoro, ayant 2 lames en sa possession, 2 grandes lames, et une lame de qualité supérieure, peut rivaliser avec LA lame noire, le sabre de la plus grande qualité vue dans le manga? À mes yeux, ça paraît assez étrange, surtout sachant que tout autour de Zoro, c'est lié à l'entraînement et au fait de s'améliorer quotidiennement. Ça ferait même fausse note qu'il ne passe pas au niveau supérieur pour vaincre Mihawk et sa lame. C'est alors qu'une idée a germé dans mon esprit. Sachant que Zoro utilise le Haki des rois, que, encore une fois, jusqu'à la preuve du contraire, tous les manieurs de sabre d'exception savaient utiliser le Haki des rois, et si tout simplement, au lieu d'être forgés, les lames d'exception le devenaient. Et ce qui me laisse penser ça, c'est le vieux Kozaburo et sa discussion avec Zoro lorsque ce dernier était enfant. Kozaburo, lors de ce flashback, il explique à Zoro ce que c'est qu'un vrai épéiste à ses yeux. Le but d'une épée, c'est de tuer des gens, le plus possible. Et pour lui, un bon épéiste, c'est quelqu'un qui dompte la nature sauvage de cette épée. Il parlera même de tempérament et de caractère de la lame. À l'entendre, on pourrait croire que les lames ont un esprit, une âme en quelque sorte, qu'elles sont humaines. Et vous connaissez Oda, ça l'amuse énormément d'humaniser les choses. Il l'a fait pour les lames elles-mêmes. Les lames attendent quelqu'un, l'épée choisit son manieur. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Une lame d'exception, elle ne l'est pas dès sa création. Cette dernière attend d'être polie comme un diamant brut. Il est donc naturel que des lames puissantes, dotées d'un fort tempérament, considérées comme dangereuses, ne se plient que face à certaines conditions. Et face à qui n'importe qui se retrouve obligé de s'incliner ? Un roi. Et c'est seulement à ce moment que Zoro le comprend. Enma est une lame vorace, Enma est une lame qui a un fort tempérament, une lame avec le potentiel de devenir plus qu'une grande lame. Une lame avec le potentiel de devenir exceptionnelle. Et vous savez ce qui me permet d'avancer tout ça ? Une autre discussion que Zoro avait eue avec un autre personnage. Coïncidence, ce personnage est lui-même un forgeron, et pas des moindres car il est également l'ancien shogun de Wano Kuni. Donc là, on retourne bien en arrière niveau chapitre. On est même littéralement vers le début d'Onigashima, voire même encore avant, au tout début de Wano Kuni tout court. Itetsu le dit à Zoro, le seul homme à avoir dompté Enma, c'était Oden. On retrouve donc cette idée de sabre avec un caractère. Et coïncidence, Oden lui aussi était porteur du Haki des rois. Mais plus encore, au passage des premières traductions du chapitre, traduction malheureusement indisponible à l'heure actuelle, Itetsu parlait de faire passer la lame à un rang supérieur. Est-ce qu'il parlait de puissance ou de rang de lame ? Si vous avez tenu jusqu'alors avec la pléthore d'arguments que je viens de vous envoyer sans explication complémentaire,
Félicitations à tous. On va résumer ça très vite. On a eu affaire à quelques arguments pour l'instant. Deux arguments en particulier. Premièrement, tous les utilisateurs de lame d'exception qu'on connaît portent le haki des rois et savent l'utiliser. Deuxièmement, nombreux sont les personnages qui humanisent leur lame. Ils parlent de ces dernières comme ayant un caractère ou une âme. À l'instar des êtres humains, elles ont donc sans doute un potentiel, elles aussi. Plus le potentiel est grand, plus manier la lame devient difficile. Mais bon, vis-à-vis de tout ça, il reste quand même une ombre au tableau, le cas de Ryuma. C'est le seul épéiste connu avec Mihawk qui a rendu sa lame éternellement noire. Et pourtant, Shusui n'est pas une lame d'exception, c'est une grande lame, sans plus. Et pour moi, la réponse à pourquoi, elle est super simple. Ryuma, il a fondé le pays des Wa il y a des siècles. Vous pensez sincèrement que le savoir-faire de la lame et que même toute la catégorisation de ces dernières, ça existait à l'époque? Ryuma avait sans doute une lame parfaitement banale, potentiellement à peine au-dessus de la moyenne. Et c'est ses capacités pures et dures, ainsi que le haki insufflé en permanence à son sabre, qui lui auront permis d'en faire une grande lame. Mais c'est tout. À mes yeux, pour une lame d'exception, il faut deux facteurs. Premièrement, utiliser le haki des rois. Ça, pour l'instant, on peut le cocher. Deuxièmement, la lame doit avoir le potentiel de devenir une lame d'exception. Pour le cas de Ryuma, on avait le premier critère de cocher, c'est quasiment sûr. Mais est-ce que le deuxième critère, il était coché pour autant, lui? On n'en sait rien. Maintenant, on peut s'intéresser à l'autre point de la théorie qui, à mes yeux, est très important. Zoro, ses capacités et les chiffres. Il y a donc 12 lames d'exception. Aucune en possession de Zoro, mais d'un autre côté, on a tout ce mystère autour d'Enma, une lame portant le nom du roi des enfers. Et je pense que vous le savez, depuis le temps, toute l'iconographie autour de Zoro, elle est liée aux démons. Onigiri, c'est un jeu de mots qui comporte Oni dedans, le nom des démons japonais. Ces techniques portent le nom de différents mondes, des idées plutôt liées au bouddhisme en quelque sorte, et surtout la technique Asura elle-même. C'est littéralement des démons les Asura. Jusque-là, on est d'accord, entre une lame qui a le nom d'un roi des enfers et un manieur qui utilise une flopée de techniques liées aux démons, les deux se sont bien trouvés. Et ensuite, vous avez toute la suite avec le délire de Zoro, roi des enfers. Alors ça, j'ai pas aimé du tout, pour moi c'est super edgy, et j'ai vraiment envie qu'on nous rende le Zoro pré-Ellipse qui était cynique, mais bon, au moins c'était pas un edgelord. Voilà, fallait que je le dise. Mais bon, démon plus démon égale démon. Là, vous dites que je tourne en rond. Mais c'est tout mon point. Si Zoro arrive à faire de Enma une lame d'exception, à votre avis, il se passera quoi? Enfin, ça serait la combientième de lame d'exception? La 13e. Là, c'est le moment où vous me regardez et vous dites « Et alors, ça change quoi ?» Ok, c'est la 13e lame. Et donc? C'est un chiffre porte-malheur. Et même du point de vue religieux, dans certaines cultures, le chiffre 13, c'est pas fou, hein. Alors certes, au Japon, c'est plutôt le chiffre 4 que le chiffre 13 qui est vu comme porte-malheur, mais regardez quelques arguments vis-à-vis du chiffre 13 et quelques superstitions autour. Chez les chrétiens, c'est mal vu, parce qu'il y avait 13 apôtres. Pas de peau, le 13e, il trahit Jésus. En hébreu, la 13e lettre de l'alphabet, c'est la première lettre du mot « met », qui signifie « mort ». Et on peut faire la même avec notre alphabet à nous. C'est de la superstition pure et dure. J'y crois pas moi-même, mais il y a toujours eu ce truc avec le chiffre 13 et le diable. Moins que le 6 ou le 666, certes, mais il y a toujours eu quelque chose quand même. La 13e carte du tarot de Marseille, par exemple, c'est la mort elle-même. On en revient à One Piece. Vous trouveriez pas ça logique, vous? Que le roi des enfers, un des Mugiwara les plus liés à la mort, parce que Zoro, il a quand même frôlé pas mal de fois la mort, le tout avec une lame qui porte elle-même le nom d'une divinité infernale, soit littéralement celui qui fait naître la 13e lame d'exception. Celui qui, en effet, fera vraiment venir l'enfer sur Terre, devenant ce jour-là alors assez puissant pour vaincre son objectif de toujours, Mihawk, le tout en faisant d'Enma une lame noire. Alors oui, il y a un énorme trou dans cette théorie, vous allez forcément le souligner, c'est Wado Ishimonji. Ça semblerait bien plus logique que ça arrive avec cette lame. Je veux dire, c'est la lame que Zoro a depuis toujours, c'est la lame iconique de Zoro, c'est la lame qu'il a héritée de Kuina, c'est là où tout commence pour Zoro. Et c'est vrai. Non, c'est vrai, je n'ai absolument aucun contre-argument vis-à-vis de tout ça. C'est peut-être totalement Ishimonji qui viendra la lame d'exception. Moi, le seul argument que j'ai, c'est que ma version, c'est celle qui me paraît le plus logique et celle qui me plaît le plus. C'est tout. En tout cas, j'espère que cette théorie vous a plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.